Alors bonjour Gilbert. Bonjour, Antoine. Alors oui Antoine, enchanté. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble de 3 thématiques. Donc la première ça serait un peu la vie dans la vallée, donc un peu par rapport à votre histoire, par rapport à ce que vous avez connu, par rapport à ce qu'on vous a raconté aussi quand vous étiez petit. Ensuite j'aimerais qu'on parle d'un thème un peu difficile qui est la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et pour finir quelque chose de plus léger qui sera l'apiculture. Bah oui, donc par rapport à la première thématique sur la vie dans la vallée, donc vous pouvez un peu nous décrire comment vivaient les gens, de quoi vivaient les gens. Voilà, disons que dans la vallée, la commune de Rigaud était quand même la commune de la vallée du Cience la plus importante, vu sa situation géographique, et disons la moyenne altitude, surtout l'altitude gère beaucoup pour l'agriculture. Les gens vivaient en autarcie, disons ça va sans dire. Et le principal, c'était quand même la polyculture, il y avait un peu de tout. Avec une particularité pour la commune de Rigaud qui était très importante à l'époque. Dans les temps anciens, on parlait de 700 habitants quand même. Parce que même actuellement, la superficie est assez grande, de 3800 hectares. C'est-à-dire qu'on touche le comté de Beuil, Pierre-Lasse et Puget-Théniers. Donc la commune était vaste. Et cette polyculture, les gens cultivaient surtout, parce qu'il y avait de l'eau, beaucoup d'endroits, des canaux d'arrosage. 14 canaux d'arrosage que j'ai encore connus en état de marche. Il y en a encore 2 qui marchent. Des légumes, et les légumes, évidemment, il n'y avait pas le marché commun qui exportait du Maroc ou d'ailleurs. Hein. Et ils venaient sur Beuil et sur Puget-Théniers des fois aussi. Et une particularité, c'est le plateau d'Inard, là où c'était important pour la culture du blé. D'accord. On disait qu'il fallait avoir un terrain à Dinard pour pouvoir avoir son pain, quoi. Mais très sec, il n'y avait pas l'eau au plateau. Alors la culture du blé, donc il y avait quand même 2 moulins à farine, un au moulin de Rigaud, porte encore son nom, ça a été le dernier qui est resté, et un des premiers, c'était sur propriété où je vis actuellement, mais c'était mon arrière-grand-père, qui l'a tourné jusqu'en 1920, grâce à la force de l'eau. La roue se trouve encore dans mon parc, vous l'avez sûrement vu, une roue à aube. Il a tourné jusqu'en 1920. Donc, c'est jusqu'avant ma naissance, quoi, je n'ai pas connu. Et au moulin de Rigaud, ils ont fait la mutation quand on a mis le courant dans les années 1920, courant et téléphone dans la montagne. Eux, ils ont fait la mutation, ils ont mis quand même le courant dessus. Et celui-là, il a vu la guerre qui est arrivée, il a tourné jusqu'en 1960. D'accord, c'est quand même assez long. Alors, il y avait boulangerie en même temps. Et fabrique. Et là. Est-ce qu'il y a une évolution dans les commerces? Alors, énorme, parce que à Rigaud, il y avait quand même 2 épiceries, 3 bistrots dans le village, plus 2, comme je vous ai dit à peine, la commune étant très grande, les à côté, c'est-à-dire les Pradastier, le Pont du Cience et Moulin de Rigaud, c'était des hameaux, mais importants. Ils le sont encore d'ailleurs, par rapport au village. Chaque endroit, il y avait quand même un commerce. Mais chez nous, là, c'était restaurant. Restaurant auberge. Moulin de Rigaud, ils faisaient le pain, épicerie, et un petit peu aussi bistrot. Pont du Cience, auberge et bistrot. Oui, il y avait 3. Et 3 dans le village. D'accord. Et ça, c'est dans les années jusqu'à la guerre, quoi. Après la guerre, encore après la guerre, dans les hameaux, il y était encore. Hein. Et au village, il y en avait. Oui, mais même jusqu'aux années, attendez, pour que je ne dise pas de bêtises, dans le village de Rigaud, les épiceries ont fermé vers les années 60. Certaines en 55, 58, mais en 60, il y en avait encore 2 quand même. 2 épiceries. Voilà. Et est-ce que les commerces, par exemple, moi je voyais, personnellement, des fois dans le village où j'y allais quand j'étais petit, il y avait par exemple des postes où à la poste on pouvait prendre le pain, par exemple. Ou il n'y avait pas des commerces mélangés. Non, parce qu'il y avait le pain, il y avait la boulangerie qui était pas loin. Ouais. Et quand elle a fermé, alors là c'est beaucoup plus tard, ces années 60, oui, le boulanger venait de Puget-Théniers nous livrer le pain le dimanche. D'accord. Comme ça se fait encore en France. Ça, on a connu ça.
D'accord. Et pourquoi, enfin, vous avez dit beaucoup que tout ça s'arrêtait vers les années 60. Vous voulez expliquer comment ça? Enfin, qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fermé dans ce que vous dites? Ben, ça a été un peu l'exode. L'exode rural? L'exode parce que, c'est-à-dire exactement l'exode, ça il faut bien... L'exode a eu lieu après la guerre de 14. C'est-à-dire en 18, la guerre en 18, dans les années 20, je vous ai dit que le village de Rigaud, et ça, sommes les anciens encore pour l'avoir connu, pas connu parce que j'ai pas vu ça, mais je le sais pertinemment par rapport, ça touche ma famille. Dans les années 1920, ceux qui sont revenus de la guerre de 14, parce qu'il y a eu une hécatombe, évidemment, nos petites communes ont payé cher. On leur a pas demandé s'ils étaient une commune pauvre pour se faire tuer, hein, ils sont allés quand même. Mais ceux qui sont revenus, ils ont vu que l'agriculture, c'était pas trop viable dans nos villages. On est vraiment les plus malheureux d'un point de vue agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dans les chantiers. Entre autres, le chantier de la Ciotat. On fabriquait les bateaux. Et plein de ma famille et des connaissances qui ont fait souche, qui y sont encore. Hein. Ils sont allés travailler. Qui gagnaient en un mois au chantier. Et des fois, en 6 mois au village, ils ne gagnaient pas, ils crevaient de faim, quoi. En un point que le village de Rigaud, qui était quand même, par rapport à nos petits villages, était important, disons que, moi je valuerais ça à 1/6 du village, est écroulé. Mais pas d'incendie, pas de tremblement de terre, abandonné. D'accord. Les maisons ont été abandonnées. Elles sont écroulées, vous avez vu, je vous ai fait voir. Tout à l'heure, oui. On trouve encore les rez-de-chaussée, mais c'est tout. Donc ça, il faut... Voilà, c'est l'histoire de... Il y a eu un regain, le regain est reparti en 1950. Exactement dans les années 50-60, on a commencé à mettre l'eau et les égouts dans les villages. Et les gens de la ville, au début, il n'y avait pas le tourisme qui venait de loin, mais les gens qui étaient partis, ils avaient de la ville, et ils avaient une maison encore Rigaud, ceux qui en avaient encore. Ils sont venus, il y avait déjà le confort pour avoir un peu l'eau à la maison et tout, parce que l'eau, à l'époque, il y avait une poste. L'eau, c'était au centre du village, hein, puis c'était tout, quoi. Et les toilettes, pareil. Hein. Bon, donc, ils sont revenus pour habiter leur maison, et là, ça a refait du gain. Les maisons se sont vendues, on a réparé, voilà. Ça s'est passé dans les années, je dirais, de 55 jusqu'à 70. D'accord. Je connais le patois par cœur, quoi, par rapport à ça. Puis ça me plaît. C'est quoi qui vous plaît? Et chanter en patois et tout. C'est quoi qui vous plaît? Ça vous donne une identité aussi, ce patois? Ça vous donne une certaine fierté? Fierté, je dirais pas ça, non, mais pas fierté. je dirais que quand on se retrouve anciens, quelques-uns, parce qu'on est de moins en moins, hein, de parler le patois, ça nous... Vous unit? Ça nous rappelle un peu l'ancienneté, quoi. Puis ça nous relie, ça nous... Voilà. Non, on ne sait pas qu'on n'en tire pas une gloriole, mais je sais que... Puis ça me plaît, parce qu'il y a des mots qu'on peut exprimer en patois, que même je vous le traduirais en français, c'est pas la même chose. Bah oui. Voilà. Et du coup, chaque village avait son patois? Non. Enfin, il y avait des nuances. Voilà, il y avait des nuances. Il y avait des nuances sur certains mots. Alors, il y avait une nuance que je tiens à vous signaler, c'était le sou. Ça, c'est la commune de Thierry, que c'est des amis, et puis on connaît bien. Eux, nous, à Rigaud, on disait, en patois, je vous cite un cas, ta maison. Et en français, tu nous stau. Et on dit en patois. Eux, ils diront, sou nous stau, sou. Ils mettaient tout le préfixe sou. Ils l'ont gardé sur les trucs, oui. Voilà. Puis alors, il y avait l'accent. Ce qui me plaît, c'est dans les patois, c'est l'accent. Au Gianco, donc, dit que ça, c'était l'accent de la Vésubie. À Rigaud, c'était chantant. Sian de Rigao. Vous voyez? Il y avait des nuances. Et tout le monde se comprenait très bien. Hein, il n'y avait que quelques mots qui changeaient dans les patois. C'est le gavotte, ce qu'on appelle le gavotte. Hein. C'est pas le niçois. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'autre. On se comprend très bien. D'ailleurs, il y avait un peu de moquerie quand les Niçois parlaient, ils venaient de Nice. Oh, c'est un Nissarti, t'es fin d'ailleurs, hein? Ça, c'est Niçois. Voilà. D'accord. Et en termes de... Vous parlez de l'école. C'était quoi une journée d'école classique? Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Plus j'étais né, c'était déjà plus
plus embourgeoisé, si on pouvait dire comme ça, parce qu'il y avait déjà plusieurs cours et tout. Mais bon, c'était... on était garçons et filles, si. J'ai commencé à 7 ans, mon l'école à l'époque. Et... quoi vous dire? Garçons et filles, on avait une une institutrice, ma première institutrice, c'était Mademoiselle Lance. Et rien de spécial par rapport à... Alors j'ai eu un institut qui était totalité originaire de Rigaud. C'est un qui m'a le plus marqué. Moi, je pense que dans ma vie, c'est celui qui m'a le plus appris. C'était Aldiari, je peux le citer. Il faisait la méthode Freinet. D'accord. Et c'était quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. D'ailleurs, il était plutôt mis à l'index. Mais moi, je peux vous dire que tout ce qu'on a eu, tout un bon souvenir, hein, c'était formidable. Autrement dit, le cancre n'existe pas. Oui. On peut être pas bon en quelque chose et très fort dans l'autre. Et ça, c'est une belle vérité, à mon avis, quoi. Vous avez un souvenir d'école? Ah oui, beaucoup. Vous pouvez nous en raconter un petit? Oh, je peux vous en raconter plusieurs, même. J'étais un peu, comment dirais-je, un peu dissipé, voilà le mot. Fougueux. C'est ça qu'il fallait pas que je reste 3-6, moi. Et alors on faisait des frondes, vous savez, des frondes en élastique, tirer sur les trucs. Et on prenait une branche d'arbre, vous savez, de caoutchouc. Puis moi j'avais trouvé un système avec du gros fil de fer, je le tordais à l'étau, mon père. Et puis je le faisais, parce que j'avais vu ça qu'on en vendait des toutes prêtes, avec du fil et tout. Et j'en avais fait pour plusieurs. Mais un jour, il y en a un qui s'est pris une pierre dans l'œil, alors il a récupéré toutes les frondes, qui c'est qui les a fait? Alors, c'est Gilbert il a fait les frondes. Mais comment? Alors il m'a dit, il croyait qu'on les avait achetées. Et non, mais c'est lui. Alors moi, il me donnait une pièce, hein, je lui faisais les frondes. Et l'esthète, il a tout récupéré, il m'a dit, tu seras puni. Mais tu auras une punition, mais tu auras une félicitation parce que tu as bien bricolé. Voilà une anecdote. Mais une autre, une meilleure. Là, c'était un fils du lieutenant de gendarmerie. Et là, on avait 14, c'était avant le certificat d'études, par là. Et j'avais le truc d'aller escalader, les crochets. À Puget-Thény, maintenant, ils ont fait une voie ferrate là-bas pour aller escalader ces trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On avait récupéré des cordes de parachute du plateau d'Ina, parce que la gendarmerie, parce qu'il nous fallait des cordes pour les faire. Des cordes, on était jeunes, on allait se casser la figure. Et comme il y avait le fils du lieutenant de gendarmerie, les gendarmes s'en sont aperçus et ils ont vite arrêté l'affaire. Et ils nous ont pris comme ça, on l'a fait. On a tout arrêté, on n'est pas allé escalader. Voilà, ça c'est une anecdote. Et dans tout ça, du coup, vous, aujourd'hui, vous avez vécu quand même un moment quand même difficile de notre histoire. Et moi, je trouvais ça intéressant, c'est que vous étiez enfant pendant que ça s'est passé, la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, vous, en tant qu'enfant, c'est quoi votre souvenir de cette époque-là? Alors là, c'est... Parce que vous avez une forme d'innocence. C'est un double penchant. Le maquis, donc j'ai vu mon père partir à la guerre, en 1939, j'étais gamin, hein, tout petit. Je me rappelle que ça m'a marqué, pleurer, a fait tout ça. Puis ma mère, là, il était réserviste, donc il n'est pas allé au front, il est allé dans le Var, ils l'ont récupéré. Puis il est revenu, et là, la guerre a déclaré, et les Allemands, premièrement, on était à zone libre, dans le Midi, c'est venu après. Mais là, il n'y avait pas de boulot, il y avait le marché noir, ça marchait déjà, parce que toujours pareil, dans le malheur des uns, il y a toujours le bonheur des autres. Il faut le dire aussi. Mais c'est pas le cas, parce que mon père, il n'avait pas le boulot, mais après, on avait la campagne, on mangeait, on n'a jamais souffert de la faim. Ça, c'est tout santé. Et jusqu'au jour où, au mois de juillet 1944, mon père était au courant, puis il fait partie du maquis, tout ça, mais bon, moi j'étais gamin, hein, ça je l'ai appris, et puis j'ai vécu. En pleine nuit, on est venu nous réveiller parce que le capitaine François, du parachutage de Beuil, pour nous dire il faut vous lever, on va ouvrir parce qu'on va faire sauter le pont. Ce pont se trouve à 100
100 mètres de là, pas plus, de la maison. Alors, ils sont venus, ils ont fait... On est parti, j'ai vu sauter le pont, là, comme... Ça, je me rappelle toujours. Comme une galette, pof. Et puis maintenant, on est en zone libre, ils ont mis des fusils mitrailleurs, maquis en bas, ils barraient la route, et ça, je me rappelle, alors, ma mère faisait la proportion pour les maquisards. C'était des jeunes, il y avait des là qui étaient encore gamins. Ils se baignaient dans le bassin. Et moi, c'était un peu comme un truc de cow-boy à ce moment-là. Mais je voyais le danger, parce que je voyais que mon père, il était inquiet, il fallait se... Mais eux, les maquisards, j'étais gamin, ils me faisaient tirer à la matte, ils me faisaient... Vous voyez, c'était... Mais je voyais le danger. Vous avez eu peur, du coup? Parfois. J'ai eu peur, oui. Ouais. Alors, je vous raconte, c'est que mon père, il disait, attention, maintenant, là, mais les Allemands, ils étaient à plus jeter, les Allemands, ils vont attaquer, ils vont venir. Hein. Alors, la date, ça, je ne me rappelle pas de la date présente, mais je l'ai retrouvé. Je crois que c'est le 7, le pont, ils l'ont fait sauter le 7 juillet. Le 21 juillet, ils sont venus, les Allemands, depuis un convoi, pour se rendre compte. Quand ils sont arrivés en bas, les autres ont tiré d'en haut, hein, ils ont tiré dessus. Moi, j'étais avec mon père, ça, je m'appelait toujours remonter. Je le suivais, je dis, allez, vas-y. Je vous dis, c'est un peu comme le cow-boy. Je te passe les cartouches. Mais mon père, il est arrivé en haut, les Allemands, ils ont retourné, ils sont partis, ils ont eu peur. Et les autres, mon père a dit, mais attention, on n'a pas gagné la bataille. Là, là ils vont chercher du secours, ils vont arriver. Tout s'est bien passé, ça a duré 2 semaines, le 21. Et le 27, ils sont arrivés en force. Alors là, ils se sont mis plus loin, ils ont mis des canons et tout. Hein. Alors je ne vous dis pas le contraire, nous, on a tout laissé, on est tous partis. Hein. On est partis 2 mois dans la montagne, la maison ouverte aux 80. Hein. Mais tout le monde a foutu le camp, ils n'ont attrapé personne. Hein. D'ailleurs, c'était les ordres, hein, on ne pouvait pas résister contre eux à ce moment-là. Et donc, on est parti dans la montagne. Et petit à petit, ça s'est calmé parce que, entre-temps, les Américains ont débarqué sur la côte, dans les août 44. Et là, alors, ça, je me rappelle bien, parce que tout ça, on vivait là-bas, on ne vivait pas dans la maison. Ma mère venait des fois voir un peu la maison, voir. Ils avaient cassé les fenêtres, tout, mais ça, on l'a su après, parce que, un retour des choses bizarres, ces Allemands, on les a fait prisonniers. On est compte un peu. Les mêmes, hein. Depuis que j'étais né, ils sont venus là prisonniers. Ça, je vois toujours mon père. Hein. Et bien maintenant, mais il n'y a pas eu la méchanceté, vous voyez, ils ont dit 5 ans qu'on est sur votre botte, maintenant c'est nous les patrons. D'accord. Ils étaient là, ils ne bougeaient pas, ils croyaient qu'on allait les fusiller, hein, quand on les a amenés là. Capitaine François, il a dit attention, mais là, c'est des prisonniers de guerre, il ne faut pas leur faire du mal. Hein. Alors ils ont enlevé les chaussures, parce que plus personne. Ils ont dit, ben, on peut vous donner des vieilles chaussures, puis, parce qu'ils étaient équipés. Hein. Ah, forcément. Et après, ils ont fait monter à Beuil, donc, pour le garder. Vous savez ce qu'ils sont devenus, ces soldats? Pardon? Vous savez ce qu'ils sont devenus, ces soldats? Ah ouais, je vous finis l'histoire. Ils ont monté à Beuil. Ça paraît un roman, hein, ce que je vous raconte. Mais je vous jure que non, je ne brode pas, je dis pas. Après, les romans sont inspirés d'histoires de vie. Et non, mais écoutez, c'est que ma femme pourrait même en dire un mot, mais disons que ces Allemands, on les a fait prisonniers. Mon père étant chef de l'époque, un peu chef de chantier, ils les ont mis dans une maison qui se trouve à 500 mètres de là. Ils étaient 20 pour travailler au chantier. Ils n'avaient pas de paye, on leur donnait à manger, un paquet de cigarettes et tout. Tous les jours, il y avait un camion qui les prenait. Mon père, il s'en occupait. Ils avaient 2 gardiens. Et ils travaillaient sur la route de Pirlande. Ils refaisaient des prisonniers de guerre. Les mêmes, hein. Et ils avaient un chef, un interprète, parce que nous, on ne parle pas l'allemand. Henri s'appelait ça, il parlait bien l'allemand, le français. Imaginez-vous que celui-là, après la guerre, il est venu nous voir. Il est venu nous voir pour le remercier. Parce que mon père avait été correct, hein, il était prisonnier. Sauf qu'un jour, il y avait quand même des nazis dans les toits. Il y en avait 2 ou 3. Ils étaient suivis par la police et ils ont averti mon père. Ils ont dit il faut se méfier parce qu'il y en a 1 ou 2 là-dedans. Le nazisme existait encore un peu pour eux. Hein. Les autres, c'était des vieux, hein, ils ne voulaient pas. Il y en a un qui venait tous les jours, il aidait à ma mère à la cuisine et tout. Hein. Celui-là, mon père, ce jour-là, il ne voulait pas aller travailler. Je ne sais pas pourquoi, s'il n'avait pas eu assez à manger. Mon père, il a dit mais maintenant, c'est nous les patrons, vous allez travailler. Et il en a tiré 2 à 3, ils sont montés sur le camion, ils sont allés travailler. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, le père a séduit, et Gaston de Liège, mitraillette, un bout du chantier et l'autre. On va vous garder comme des prisonniers, parce que ça se passait bien. Le chef, il est venu, hein, il a dit non, ça, nous, c'est pas nous, cela, c'est des nazis, quoi. Et ils sont rentrés dans l'ordre. Hein.
Et pour vous dire que cet homme-là, des années après, est venu nous voir d'Allemagne pour nous remercier. Et on avait l'adresse et tout. Hein. Et puis, alors là, il doit être mort, on n'a plus de... Voilà un peu, ça paraît une drôle de retour des choses. Hein. Bah oui. Comme quoi, les guerres. Hein. C'est particulier. Voilà. Et après, sur un peu un fait historique qui s'est produit dans la région, mais j'ai entendu parler d'un largage de ravitaillement d'armes dans les... Alors, ah oui, ça s'est passé dans les années 44, au plateau de Dinant. Au plateau de Dinant, il y a eu un parachutage. Ils ont tué, je ne l'ai pas pesé comme il m'a fait, il y a eu 20 tonnes d'armes, hein, toutes dans une grotte et tout. Mais là, il y a eu une mauvaise gestion, je dirais, d'un chef maquisard. Je tairai le nom parce que le pauvre, il est mort. Mais tout ça, c'est resté dans nos villages. Quand même, il y a eu 2 personnes mortes et les Allemands sont venus en tout prix. On capté les armes. Et là, comme je vous vois d'ici, on voit où on était ce matin, là, vous voyez. Les gamins, je voyais descendre les convois ils avaient réquisitionné tous les mulets et tout avec les armes dessus pour les descendre, pour les Allemands les reprenaient. Et il y a eu le même parachutage au plateau de Saint-Jean-à-Beuil, mais en haut, ça a marché. En haut, le parachutage est resté. Fonctionnait. Il y a eu les armes. Tandis que là, ça a foiré. C'était en provenance de Londres, du coup. Ah, c'est vous, je t'avais venu de Londres. Ouais, c'est ça. Hein. Et d'accord. J'ai encore vu des conteneurs et il en est resté dans les routes ce matin. C'est des conteneurs, hein, le parachute, il y en avait, je sais pas. Il y avait des fusils, d'autres, il y avait de tout. Il y a une anecdote, ça, je l'ai pas vu, mais je sais que c'est vrai. J'ai connu ces gens-là. Il y en a un de parachute qui est tombé sur une maison, elle a traversé le toit, elle est tombée dans la chambre où il y avait la vieille grand-mère. Elle n'a rien vu, elle est tombée, s'arrête à côté du lit. Je vous dis pas la peur, hein. Ouais. Ça, c'était le parachutage du plateau de Dinant. Mais là, il s'est passé que ça a été une mauvaise gestion, quoi, les Allemands. Puis c'était proche de Puget-Théniers, le plateau de Dinant, là, ce matin, on n'est pas les jouer. On domine juste Puget-Théniers. Alors, ils avaient les radios, ils avaient les trucs. Et communiquer par radio. Il y a eu l'histoire du 3 mai Puget-Théniers, ça, je peux vous la raconter, mais c'est autre chose. Et c'est tout un peu lié, tout ça. Hein. D'accord. Je connais pas, moi, l'histoire du 3000 Puget-Théniers. Pardon? Je la connais pas, cette histoire. Ah, mais l'histoire de Puget-Théniers, elle est connue. Puget-Théniers, c'est une ville... Moi, je connais l'histoire de l'adjudant Raymond. Mais c'est ça. Oui, mais c'est ça, là. Ah, d'accord, ok, j'avais pas le nom. C'est ça. Parce que j'en avais parlé avec Jean-Marc. C'est l'histoire de l'adjudant. D'accord. Bon, pour parler de cette histoire-là. L'histoire de l'adjudant Raymond, on peut en parler? Vous la connaissez? Moi, je la connais, mais j'aimerais bien que ce soit vous qui la racontiez. Moi, je l'ai... Alors, gamin, je l'ai vécu en partie parce que j'étais à l'école à Puget-Théniers. Oui. On est venu nous prendre dans l'école, nous mener dans les maisons, chacun parce que l'usine brûlait et les hommes étaient prisonniers sur la place. Et gamin qu'on était, je l'ai vu, ça. Et dans les Pugetois, la plupart, Père à Sylvie, lui, il était au maquis, puis il était jusque... C'est lui, hein, c'est bon, mon cousin. Et ils n'ont pas pris, mais ils en ont attrapé des prisonniers à Puget partout. Hein. Encore, il n'y a pas trop eu de morts, c'est l'adjudant-chef qui les a sauvés, parce qu'ils en avaient pris 7 pour les fusiller, lui, il a dit non, hein, bon, l'histoire. Et comment il a fait? Comme il était alsacien, il parlait l'allemand, il leur a fait comprendre. Quand on parle le langage, ça compte. Oui, bien sûr. Il a dit, mais vous allez tuer des innocents, c'est parce qu'on a tué des officiers allemands, c'est l'histoire. Il a dit, vous allez tuer des innocents, il ne faut pas faire ça. Et ils ne l'ont pas tué. Seulement, ils ont embarqué tout le monde, même lui, hein, en Allemagne. C'est pour ça qu'à Puget-Théniers, à la stèle d'un chef Raymond. Et il y a eu, comment ça s'appelait, il y a une femme, une américaine aussi, Miss Pell. Miss Pell, alors ça, c'est toute une histoire aussi, ça. Elle était... mais ça, vous le trouvez sur Internet, par exemple, l'histoire de Miss Pell. Regardez, ça, c'est plaisant à voir. Mais je l'ai connue, elle nous payait un chocolat à l'école, à l'époque. Il y avait rien, mais elle s'est débrouillée. Elle était américaine, elle est connue. Et vous l'avez connue, vous? Oui, je me rappelle d'elle bien. Qu'on fait un garçon, donc elle était... Vous savez, une américaine qui vous paye le chocolat quand il n'y avait rien, c'est le truc. Daniel, il doit s'en souvenir de ça aussi. Miss Pell, là-dedans, il y a Puget, elle est venue Miss Pell. Je vois encore la maison où elle habitait en haut. Tu sais où il habite Gilbert Logier, la maison à côté. La maison Régnier, c'était. Ouais. Ça, c'est l'histoire de Puget-Théniers. À Puget-Théniers, ils ont bavé.
Et comme j'étais là, moi, après les vacances, j'étais là. Parce qu'à l'école, à Rigaud, au village, il y avait l'école, hein. Mais comme c'est un peu loin de là, puis j'étais chez ma tante, moi, c'était ma deuxième maison. Moi, c'était ma deuxième mère, j'étais là-bas, j'étais comme chez moi. J'étais plus content d'aller là-bas, là. Parce que là, il fallait aller à pied, c'était loin, quoi. Ah oui. Ouais. Et vous avez quel âge à ce moment-là, à peu près? J'avais 10 ans, j'avais 10 ans. plein de trucs, j'avais 10 ans, 11 ans. Quoi. Et après tout ça, après la guerre, du coup, comment vous avez, enfin, dans votre souvenir, les villages ont mis du temps à s'en remettre, j'imagine. Enfin, comment c'est reparti? C'est parti progressivement? L'économie, la ville, tout ça? Alors, disons que, première des choses qui m'a marqué, qui a marqué sûrement ceux de ma génération, c'est qu'en 1945, bon, tout est arrêté, le jour de l'armistice, j'étais à Puget, je me rappelle, Tata Marie, ta grand-mère, avait fait l'omelette de pommes de terre. Tout d'un coup, ça s'est mis à péter dans la rue, tout le monde se tirait à l'air, il est arrivé une section de l'armée, il dit, ça y est, c'est fait, c'est l'armistice, quoi. Ils ont mis une mitrailleuse sur le pont, Bouchier Mbaté, le pont de l'Ardou, là. Et il faisait, tout le monde, il passait les filles, tout ça, allez, venez, allez, tirez, il faisait, tellement ils avaient coupé les filles de la lumière. Ils avaient fait casser dans la roche d'abeille. Et le père Coste, que vous n'avez pas connu, bien sûr, Père Coste, le patron de l'hôtel Coste, l'homme qui avait fait la guerre de 14, il avait la barbichette. C'est l'armistice. Ah bon. Il est descendu à la cave, il a sorti une tonneau de vin qu'il avait gardé, hein, je sais pas, tout de vin. Il a mis sur le pont, il a mis le robinet, allez, venez boire. Il payait à boire tout le monde. Ça m'est resté quand on est gamin. Ça, c'était l'époque. Ouais. Et après, vous vous êtes construit comment avec ça, après tout ça? Disons que, alors, pour vous dire au point de vue commercial, enfin, la vie pratique, à ce moment-là, en 45, 46, on a commencé à voir les Américains, avec le plan Marshall, tout ça, ils ont envoyé beaucoup, parce que le pain, c'était au compte-gouttes, tout ça. On est arrivé du pain blanc, alors. Et le boulanger, il n'avait plus que cette farine, ce pain blanc. Le boulanger n'était pas loin, il était là au Moulin-de-Rigaud. Hein, j'allais à vélo le prendre. Et petit à petit, ça remontait. Les choses sont revenues, quoi. Il y avait encore les tickets. Hein. Il y avait les tickets pour avoir un peu de chocolat ou autre. Le J3. Vous savez ce que c'était le J3? C'était un ticket qui est marqué J3. Ça, c'est le mot, je l'emploie maintenant. Je fais flipper un peu quand je dis ça, qu'il y a des jeunes. Et j'ai dit, toi, tu es un J3. Et vous avez quel âge? 25 ans. Alors, vous n'êtes plus. Mais avant 20 ans, on était J3. Pourquoi? Parce qu'on avait un ticket qui avait marqué J3. C'est-à-dire que de 18 à 20 ans, je pense que c'était. Ce ticket donnait droit à avoir un peu plus. D'accord. À ce moment, on mange plus. Alors, c'était devenu que les jeunes, on les appelait les J3. D'accord. Alors moi, je le fais des fois, je le fais exprès, ils savent pas, ça veut dire. Voilà. Donc, dans les années 40, 46, c'est venu progressivement, petit à petit, on a commencé à avoir un peu de tout, quoi. Mais disons que jusqu'en 46, ma sœur qui était née en 40, les bananes, elle ne savait pas ce que c'était. Hein. Ouais. Eh oui, pas de bananes et pas de... Mais nous, pour la nourriture, on parlait à la campagne, on s'est toujours débrouillé. On achetait, mon père, en plus, son premier métier, c'était boucher, il était parti. Et il achetait un mouton, puis on avait des légumes, Non, on se débrouillait, ça marchait à ce moment-là. Bon, évidemment qu'il n'y avait pas les choses de maintenant, mais on s'en passait, hein, le chocolat, tout ça, c'est venu un peu après. Hein. Et du coup, après tout ça, votre vie d'adolescent et de jeune adulte a commencé finalement. Alors là, vous savez, moi je dis que j'ai fait 2 vies. Jusqu'avant, ce que je vous raconte, ça s'est passé de 0 à 22, 23 ans, jusqu'au retour de l'armée. Parce qu'après, avec tous les pépins, parce que c'est pas tout rose, hein, les bons et les mauvais, les décès, tout ça dans la famille, et je suis parti militaire en 56. Et là, je me suis tapé 26 mois d'armée. Et encore, pas planqué, comme on dit. J'étais en commando dans les chasseurs alpins. Mais après, j'ai fait ma seconde vie, si on peut dire. Pour moi, c'est là. Je suis marié, les enfants et tout ça. Donc il y a une forme de renaissance quand vous arrivez. Ah oui. Ah oui, mais l'ancien, je le redis pas. Non, mais sans le renier. Simplement, c'est une autre vie, quoi.
C'est pour ça que des fois, maintenant, là, cette année, il y a eu le confinement et tout ce qui s'ensuit. Même aux gendarmes, j'ai dit, attendez, mais me rigolez un peu. Parce que moi, j'ai connu une époque où on se cachait. Parce qu'il ne fallait pas se faire voir. C'était pas le virus, hein, c'est les Allemands. Quand ils passaient une voiture d'Allemagne, là, je vous dis pas, on se cachait. Après, je vous raconte une histoire, véridique. Hein. Et j'ai dit, on se cachait et on n'avait pas à manger. Et maintenant, il y a à manger et on ne se cache pas. Hein. C'est grave hein, ce qui est arrivé, mais enfin, on a connu pire. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Celle-là, je l'ai racontée dans la télévision, il a enregistré tout. Et je vous donne ma parole, je n'invente rien. Ça, c'était dans les années 44. Avant qu'on fasse sauter les ponts, on était encore en zone allemande. Les Allemands, ils passaient, ils allaient à Beuil, ils se brouillaient, on se cachait. Hein. Mais ils ne faisaient pas du mal, ils ne s'arrêtaient même pas. Mon père, je ne faisais pas trop voir parce que... mais alors, il passait... Et mon père était en maquis, il avait ça je l'ai appris après, hein, parce qu'il avait des mots de passe. Un jour, il descend, et un jour, il se descend au quart le soir, un gars, par mot de français. Mon père, l'italien, on se comprenait. Il était yougoslave. Mais quand même en italien, ils se sont compris. Alors il a fait voir à mon père qu'il avait le nom de nous d'ici, qu'on l'avait guidé pour venir ici. Mon père, alors, a fait rentrer, on était là, il y avait des tôles, c'était pas comme ça. Mais... Et alors ce gars-là, il parle, pétard comme ça, dans la poche, une belle chaussure au pied allemande, et il se fait comprendre que mon père, alors il mange avec nous et tout, qu'il était pilote, qu'il avait été descendu au débarquement, son avion a été... Il a sauté en parachute, il s'est sauvé, il a bousillé un officier allemand, il a pris les armes, il est parti, il voulait rejoindre le bâti, pour Roubaix. Donc il avait des ordres, il savait qu'il fallait venir chez nous, pour de là, mon père lui a donné des habits et tout. Attendez, avec l'histoire, c'est que cet Allemand, ce Yougoslave pilote, on était là, on mangeait. Tout d'un coup, il y avait les Allemands, il passait encore à ce moment-là, on n'était pas encore en zone libre. Il arrive une voiture d'Allemand. Mon père, il dit, il ne faut pas bouger, il faut se cacher. Lui, il a cru qu'on l'avait repéré, qu'il venait le prendre. Il a sauté dans le jardin, là. Il s'est mis dessous, il a sorti le pétard. Mon père, il a sauté dessus. Ne pas bouger. Parce qu'il a cru qu'on venait le prendre. Il a dit, non, ne bougez pas. Alors, les Allemands sont filés, ils n'ont pas arrêté. Alors, il a compris. Puis, il a mangé avec nous, et le matin, il est reparti. Et il a dit, adesso, en italien, s'il passe... pour dire merci, une piccolina bomba, pour nous dire merci. Et on n'a jamais plus reçu. Vous voyez, une histoire, ça paraît romance, hein. Pourtant c'est vrai. Le pilote. Et il a rejoint ce roman, il voulait rejoindre le maquis parce que le maquis l'orientait mieux, quoi. Oui, bien sûr. Il était plus protégé, quoi. Par capitaine François. Ça, c'était l'époque. Et vous pouvez me parler de ce capitaine François ? Pardon ? Le capitaine François. C'était donc, ça a l'air d'être quelqu'un qui il a fait un livre, admiré. Vous l'avez vu le livre ? Non, je ne l'ai pas lu. Moi non. Il faut que je vous le fasse voir. Je ne sais pas non plus. François Mazier, son nom c'était Mazier. Ouais. Il était pied noir. Il était âgé, il a été formé comme ça, mais commando de l'époque. Hein. Il avait peur de rien, lui. Et il a été parachuté vers Béziers par là-bas, je crois, avec celui qui a enterré à Puget, Cabot. Cabot, il était ingénieur des arts et métiers. Alors lui, c'était le radio. Tandis que l'autre, c'était le bagarreur. Mais ils étaient ensemble et il s'est fait tuer à Puget parce qu'il avait, quand ils sont montés au col, il a envoyé la bombe, il a pété dans la figure. Et François a été blessé, mais ça l'a tiré. Et François, son nom, c'était Mazier. Mais là, je me rappelle de lui. Que mon père, il a dit, voilà, attention. Alors, il y avait des jeunes, plein de bonne volonté, des jeunes qui avaient 18, 20 ans, pour maquis, mais il dit, il faut les surveiller, attention, parce que il faisait ça, mais il faisait un peu comme si c'était un peu de cow-boy, quoi. Je me rappelle un jour qu'il se baignait dans le bassin, que les autres commençaient à tirer. Attends, encore une anecdote. Et ça tirait là-haut, alors mon père... Alors, ils se sont partis à moitié à poil pour vite monter, parce que pas loin de là. Hein.
Et mon père, il est monté. Et moi, je suivais. Moi, j'avais la marmite de la soupe. Je faisais la soupe. Ma mère faisait manger. Entre parenthèses, ils avaient du ravitaillement, on se débrouillait, quoi. Et je posais la soupe au bord de la route, elle est montée avec mon père. J'ai dit, allez, vas-y, va ici, allez dans le mer. Je vous dis, il jouait un peu. Puis mon père, il arrive en haut. Il voit une voiture en bas. Et des guerres de voitures à l'époque. Mais arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Mais c'est pas des Allemands, je la connais, cette voiture. C'est une voiture de Villars, c'était le boucher, mais je connais la voiture, c'est pas des Allemands. Alors ils ont arrêté de tirer. Les autres sont sortis en bas. Ils sont allés descendre entre maquisards. C'était des FTP. Attendez l'histoire, c'est que les FTP, ils venaient de Villars, de Malocène, ils allaient se ravitailler à Pirlas. Mais ils n'avaient pas le droit. Parce que là, le chef, c'était François. FFI. Il y avait déjà un peu la bagarre entre les bagarres. Ils étaient 5 à 6 dans cette voiture, puis encore qu'il n'y a pas eu de blessés, ils sont passés. Le capitaine François, quand on y a dit ça, il dit quoi? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous me les bloquez ce soir là-bas. Vous me les bloquez. Qu'est-ce que c'est? Qu'ils viennent de là comme ça, sans... Il fallait une ordre de mission pour... Ils les ont bloqués là au passage, puis là, ils les ont arrêtés, les autres. Il y a des armées. Ils ont dit maintenant, ouais, mais on est des maquisards comme vous. Non, non, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Ils étaient allés rançonner à Pirlas. Ils ont tout enlevé. Ils ont tout enlevé. Alors là, cette parenthèse, le malheur des uns, le malheur des autres, c'est que nous, là, on n'habitait pas à la maison, on habitait là-bas, hein, c'était chaud. Il y en avait à manger, ils avaient pris des jambons, ils avaient pris de tout. Et ils ont tout enlevé. Et là, nous, on en a profité quand même à manger. Hein. Et les autres, ils sont repartis là que bas, sans rien. Hein. D'accord. Ouais. Ils ont renvoyé, parce qu'ils avaient fait une... Voilà, ça c'est une histoire... Alors ça, tous les pires soir, parce qu'ils ne sont pas les Allemands, ils n'ont pas vu les Allemands, pire. Mais ça, ils s'en rappellent, hein, que c'est en les rançonnés. Eh ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on continue, on enchaîne sur quoi? On continue sur la Seconde Guerre mondiale ou pas? Je pense qu'il y a un montage, Jean-Marc. Disons, après la guerre, si vous voulez, la Renaissance, si vous voulez. La Renaissance, monsieur, oui, c'était la question d'avant. Bah oui, bah après, oui, d'accord. Disons, moi, j'ai vu la Renaissance partir, d'ailleurs, j'étais adulte, j'ai commencé à 17 ans, j'ai commencé à travailler. Ça, c'est dans les années, allez, moi, je dirais à partir de 52, 54, ça commençait. Il y avait du travail, tout se reconstruisait, tout le monde, les emplois, n'en parlons pas. Ils se battaient pour nous embaucher. J'ai eu une chance, j'avais pas plus de beaux yeux, mais quand j'avais fait l'école du bâtiment, j'avais tous mes permis autres. Moi, j'ai vu les patrons venir me faire des propositions. Je dis, mais tu viens travailler avec moi. Moi, je travaillais chez un tel ou un tel. Alors, j'avais la voiture le dimanche. Bon, j'avais une équipe, hein, je dirigeais un chantier quand même. Mais 2 chevaux, hein. Alors, à l'époque, c'était... Mais l'autre, il venait me voir, il me dit, tu viens travailler chez moi, je te donne du pourcentage. Vous voyez un peu? Ah ouais, c'est énorme. Ouais. C'était pas parce que c'était moi, mais c'était parce qu'il manquait tellement de main-d'œuvre. Après, vous étiez qualifié. Et là, c'était l'équipe des Pugitois que tu connais, Pline et compagnie, quoi. On était tous dans l'école ensemble. Mais du boulot en pagaille, là. Et vous étiez qualifié aussi. Pardon? Vous étiez qualifié. Ah oui, vous avez fait l'école. Ça, c'est important. On avait... Ouais. Je vous dis, moi, je le dis à ma femme à l'époque, elle a trimé, et puis elle a encore plus de mérite que moi. Mais j'étais bien heureux parce que de mon époque, quand on allait à l'école, on n'était pas nombreux. Alors, c'était un truc porteur, parce qu'il fallait bâtir la France. Et puis, ça a servi, parce que quand même, j'ai encore fait 3 ans d'études après, ça m'a aidé, parce qu'il n'y avait pas que le technique, il n'y avait pas que le pratique, je veux dire, il y avait le technique, ça a été les calculs, les bétons armés, tout ça, ça m'a aidé. Quand je me suis trouvé dans les chantiers avec des vieux, les pauvres, un plan, ils ne savaient pas plus s'il était devant derrière, comme on dit. Alors, moi, je peux me permettre de prendre un plan, aller faire un truc, quoi. C'était quelque chose de tout... C'était banal, mais maintenant, mais à l'époque, ça paraissait, c'était beaucoup. Voilà, ça, c'était mon époque, ça. C'était mon époque. Et vous êtes devenu premier adjoint au maire quand? Oh, alors là, ça, c'est autre chose. Alors, parce que vous avez une vie politique aussi. Mon pédigré vite fait. Ouais. Disons que j'étais ouvrier, je travaillais, je suis rentré à l'équipement, pas pour rester là chez moi. Mon père, ça lui faisait plaisir. Imaginez-vous, quoi, l'équipement, je gagnais, les francs de l'époque, 25 000 francs. Et mes copains, justement, c'est pour ça que j'étais connard,
Mes copains, ils en gagnaient 40, parce que je vis quoi, ils avaient le boulot. Donc je suis parti travailler à l'entreprise, et je suis parti à l'armée. Et entre-temps, mon père, le pauvre, il a eu un accident, il s'est tué. Je suis revenu de l'armée, et là, je suis rentré à l'entreprise de suite. Et bien payé, quoi, comme je dis à peine. J'ai fait 2 ans, puis après, l'ingénieur qui me connaissait, il me dit « Ah, mais pourquoi tu pas ton compte ici et là ?» Mais je n'étais pas né patron, moi. J'avais acheté une belle voiture, d'occasion, 203. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour se mettre à mon compte, il me fallait un camion autre, puis il n'y avait pas les banques ni rien. Je l'ai vendu. Et je l'ai vendu à qui? Ben, à mon cousin, à Bébert. Lui faisait taxi. Et avec cet argent, j'ai acheté un camion d'occasion. Et avec ce camion, je suis démarré. Je faisais le sablage, le déneigement et la maçonnerie, parce que c'était mon métier. Voilà. Et après, j'ai fait donc entrepreneur, artisan entrepreneur pendant 30 jusqu'à ma retraite. Quoi. Voilà. Et vous êtes entré quand en politique? Pardon? Vous êtes entré quand en politique? Alors là, c'est votre troisième vie, ça. À la retraite. Là, j'ai pas voulu. Oh, ils sont venus avant tout le temps. Ouais, ils sont tous venus me chercher, sans politique Non. Mais un truc, ouais, viens, tu viens. Non, moi, tant que j'ai travaillé, je voulais pas. Parce que j'étais assez occupé d'ailleurs. Ah, oui. Et à la retraite, viens, là, tu viens. Je suis rentré dans 95 jusqu'en 2008. Alors là, premièrement, j'étais pas adjoint. Après, j'étais adjoint, pas longtemps après, M. Crully, quoi. Et alors là, on a fait la maison du miel, on a fait construire l'auberge. Tout ce que vous avez vu ce matin, c'est pas pour en tirer une glorieuse, parce que c'est pas avec mes sous, comme on dit, mais les rues, pavage des rues, l'auberge, l'Oadina, l'église, réparation, la miellerie, tout ça, le moulin et tout sur notre mandature, on a fait ça. Alors comme je leur dis maintenant, le proverbe, je leur dis, vous avez, non, on a labouré, vous n'avez plus qu'à RC. D'accord. Ça veut dire que le gros boulot a été fait maintenant. Et on y a laissé les caisses pleines, Jean-Paul Crully. Encore après moi, bien sûr. Voilà. Donc là, je suis rentré, mais ça m'a permis de connaître, de voir autrement. Puis d'avoir tous les autres maires, on se connaissait, il y avait une bonne ambiance. Parce qu'à l'époque, c'était la communauté de communes. Tu as connu. Et alors, la communauté de communes, on se voyait, on se côtoyait, on mangeait ensemble. Les fêtes, on allait à des fêtes, on est toujours invités. Ça m'intéresse, les fêtes. Pardon? Ça m'intéresse, les fêtes, parce que c'est souvent synonyme de la vie d'un village, une fête. De la vie de... Ah oui, les fêtes. Les festins, ça. Les festins, bien sûr. Les festins, quand il y avait la fête à Rigaud, j'avais les ouvriers après, mais là, pendant une semaine, on ne travaillait pas. Puis, la fête, quoi. C'était quand? À Rigaud, c'est toujours vers le 15-20 juillet, là. Ouais. Saint-Sauveur. Puis j'ai Saint-Nicolas, puis là, c'est Notre-Dame. À Thierry, c'est Saint-Roch. Tous les villages, on y allait. Puis alors là, avant, je parle, même avant que je sois militaire, là, je vous dis à 17 ans, et le dimanche, c'était sacré, on partait à la fête. Je rentrais le dimanche, parce que je travaillais le samedi. Bien sûr, ça j'ai connu, on travaillait le samedi. On n'avait que le dimanche. Mais le dimanche, j'allais à la fête, j'y passais la nuit, on commandait, on ne se couchait pas. Je rentrais, alors moi j'avais un père formidable. Mais attention, il fallait marcher. Mais j'avais des autres, ils me disaient, ton père, j'étais libre. Je gagnais déjà ma vie, puis je travaillais. J'allais à la fête, je rentrais le matin, le lundi matin, je ne m'étais pas couché. Tu vas mettre le camion en marche. Je ne savais pas si j'étais fatigué. Tu t'es bien amusé? Ah oui, impeccable, elle est mis en marche. Quand j'arrivais à midi, ma mère avait pitié, des fois j'en pouvais plus de sommeil. Parce qu'on faisait les fous, on dansait. Moi j'adorais danser. Voilà, ça c'était un peu notre époque. Alors on n'avait pas des voitures, vous savez. La plupart avaient des motos, moi j'avais même pas. Mais on prenait des taxis d'occasion, et là, il mettait sa voiture, il nous faisait payer quelque chose, alors on rigolait, parce que dans des 203 Peugeot, on y montait 7 à 8, pour rigoler, quoi. Oui. Et voilà, ça c'était les fêtes. Et les fêtes étaient suivies à ce moment-là. Ouais, bien sûr, mais du coup, il y avait des fêtes, c'est des fêtes généralement qui étaient autour d'un saint, c'est ça? Enfin, c'est des fêtes catholiques.
qui rassemblait... il y a toujours la messe, ça. Oui, voilà, ça, il y avait la messe. Oui, c'était toujours un saint. Hein. Voilà, il y a toujours un saint quelque Alors, chose. normalement, chaque village avait un saint, d'été et d'hiver. D'accord. Ça, je sais Ah pas. oui, il y avait les deux fêtes. Ouais. Ah, ça. Mais alors, celle d'hiver, je l'ai connue, mais à peine. C'était déjà plus le. Parce que l'hiver, bon. Mais, alors, Rigaud, la fête était, par contre, ça, c'était sacré. Et l'hiver, c'était. À Rigaud, c'était Saint-Antoine. Saint-Antoine, au mois de janvier. Dans la chapelle où on a fait le truc du miel, c'était là. Alors, ça se passait là, la fête d'hiver, quoi. On faisait quoi dans ces fêtes? Mais pareil, mais Ouais. comme c'était l'hiver, les gens ils restaient un peu plus en famille, ils faisaient voilà. Ils dansaient pas. Alors il y avait, je voulais vous dire, Rigaud, dans les deux bistrots, ils avaient ils appelaient ça la viole, comment on appelait ça maintenant, comme là où on met la pièce, quoi, pour mettre un disque, comme ça s'appelait. Un jukebox. Genre de jukebox de l'époque. Ouais. Mais on tournait. Il y en avait deux. Hein. Un gramophone. Que ça. Non. Alors ça, pour tout vous dire, je ne l'ai pas vu marcher. C'était déjà Peut-être. avant. C'était avant la guerre. Je ne l'ai pas connu, ça. J'en ai vu, mais je ne l'ai pas vu faire la fête que ça. Ça, c'était l'époque. Ils appelaient ça la viole, en patois. D'accord. Le jukebox que vous appelez. C'est un gramophone, non? Mais ils tournaient le manivelle, vous savez, c'était... Ah, oui, je vois ce que c'est. Une boîte à musique? Oui, tu es genre de boîte à musique, ils appelaient ça la viole. Ouais. Maintenant, ça, c'est un truc d'antiquité, ça va avoir des choses. Ouais. Voilà, ça c'était l'époque. Il y avait les foires aussi. Ah, les foires. Alors les foires, il y en avait deux par an, à Rigaud. Alors Rigaud, c'était la foire des... c'était au mois de juin, ils portaient les jeunes... comment dirais-je? Les chèvres, les chevreaux, tout ça. Parce que les moutons, il y en avait peu à ce moment-là. C'est venu après le mouton. Et il y avait beaucoup de bœufs, les bœufs. Au plateau d'Inard, alors ils vendaient des paires de bœufs, les jeunes, hein. Comme ça. Après, c'était pour tous les chèvres. Et des chevaux. Et une de mes tantes, que je n'ai pas connue, Blandine, a été tuée par un coup de pied d'un cheval. Une sœur à ta grand-mère. Ouais. Ça, c'était l'époque. Et après, avec toute cette faune et flore qui est quand même vachement variée dans la région, vous avez vu une évolution, vous, parce que bon, vous avez vécu 3/4 du siècle, le 20e, plus aujourd'hui encore, mais est-ce que vous avez vu une évolution des paysages, de la faune, de la flore sur les mesure ou pas? Non, la flore, pratiquement pas. Ouais. S'il y a eu quelque chose de nouveau, monsieur Mini, mais... C'est peu. Mon grand-père était un avant-gardiste, puisque regardez Yann Palmier qui a ça quelques années, des jujubes, des trucs que là, on ne trouvait que là, mais ça, c'était parce que lui, il était un peu... D'accord. Par ailleurs, je n'avais pas vu. Bon, ça, c'est la flore. La faune, il y a eu du changement, oui. Ouais. La faune, il y a eu beaucoup de gibier. On est des chasseurs, beaucoup de lièvres, de perdreaux. Quelques sangliers. Pas de chamois. Bon, le chamois, il fallait être très loin. Eh bien, ça a été l'inverse par rapport, parce que j'ai été chasseur. Maintenant, je ne le suis plus, mais c'était l'inverse. Maintenant, il y a plein de chamois partout, des cerfs qu'on a mis, des chevreuils et des sangliers en pagaille. Mais des lièvres et des perdreaux, ça devient la rareté. Alors que nous, c'était ça notre chasse. Nous, on a fait des chasses avec mon cousin, des lièvres, je ne sais pas moi. Une fois en matin, on est arrivé avec mon cousin et le frère à ma femme. À 9h, on avait 5 lièvres et un perdreau. On était pour vous dire, si on en tuait des... Il y en avait, puis j'avais des chiens. Hein. Ça, c'était l'époque. Maintenant, sur la faune, ça a changé. Les chamois, il y en a les chamois en face, là. Des fois, on les voit là en face. Hein. Quoique, depuis qu'il y a le loup, il y a aussi un peu l'histoire, ça... Ça régule. Le loup, il a... Et vous pensez que c'est dû à quoi, ce changement? Vous, en tant qu'observateur de la nature et vivant dans la nature. Vous savez, je suis passé savant, moi, mais il y a un changement de vie. Le loup, on l'a mis, hein, parce qu'on dit bien qu'ils les ont mis pour faire... Moi, je pense qu'on joue aux apprentis sorciers, un peu dans tout ce genre de trucs. Hein. Ouais. Un peu... Vous savez, la pêche, moi, j'étais pêcheur, les truites et tout. Maintenant, j'ai arrêté de pêcher quand j'ai vu qu'on mettait des truites dans les rivières, des truites d'élevage
toute grosse, prête à pêcher. Mais c'est plus du sport, ça, c'est pas de la pêche. Ça. Nous, on allait, les truites. Bon, ils mettaient des alevins, des trucs comme ça, d'accord, mais qui naissaient là et tout. Et là, puis, pour vous dire, j'en ai pris, hein. Regardez, mais après, le truc, c'est plus de la pêche, ça, de mettre le poisson tout prêt à prendre. Là, ils en sont revenus sur ça, d'ailleurs, et je crois que ça se fait plus guère. Il y a beaucoup de lois qui régulent la pêche aujourd'hui. Ouais. C'est vachement régulé. Ça, ils en sont revenus de ça. Et au niveau du miel, moi, on m'a parlé d'une maison du miel. C'est quoi la maison du miel? Ben, la maison du miel, je vais vous raconter, c'est que Rigaud, la commune de Rigaud, une des bases de l'époque, il faut retomber un peu ancien, c'était par rapport, pour l'époque, entendons-nous bien, il ne faut pas voir ça à l'échelon commercial. C'était une commune pour le miel et pour les figues, avec les terres rouges. Pourquoi le miel? C'est pas qu'ils en faisaient peut-être plus qu'ailleurs, mais il était très bon. Et il est toujours très bon. La flore qui se prête, c'est le thym, la sarriette, ce qu'on appelle le pin-brodaille, et la lavande. J'ai connu aussi une époque, tiens, on parlait de ça, ça j'ai bien vu, les gens allaient encore couper la lavande et la distiller. Ils distillaient là, hein. Chez nous, ils distillaient la lavande. Hein. D'accord. Ça, jusqu'aux années, attendez un peu. Oh, jusqu'en 55, par là, avant que je parte à l'armée. Parce qu'ils coupaient la lavande sur toutes les montagnes. Et donc, pour dire qu'il y en avait quand même, hein, de la lavande sauvage, hein, pas cultivée, ça. Hein. Et alors, le miel, il y avait pas mal dans les terres rouges, ils avaient des ruches. Mais ils avaient des ruches, ce qu'on appelle les ruches anciennes. Le tronc d'arbre que vous avez vu ce matin, le truc, 4 planches. On appelle ça le brusque, en patois. Et il s'est passé que pendant la guerre, ça j'ai connu aussi, il y en a un qui est venu, parce que tout le monde a cherché de vivre comme il pouvait. Celui-là, il était géomètre, il était venu, il s'était mis, il a vu que le pays, il avait mis quelques ruches. Et il était copain avec mon père, et il venait, il estrayait les ruches dans notre cave, là. Là, ça me plaisait de voir ça, et puis mon père, mais il a mis les ruches modernes, c'est-à-dire les modernes, il y a l'Angstrod, le Jens, enfin, je ne cite pas les noms, d'Adam et compagnie. Et il voyait que les gens d'ici avaient encore les ruches anciennes, c'est-à-dire les ruches chacun, les brusques. Il a dit, mais comment ils prennent le... Alors mon père, il dit, mais ils font l'ancienne, on tue les abeilles. On voit ce qui se passait. Le gars, il avait 40 ou 50 ruches. Là, c'est un qui en avait beaucoup, parce que les gens, ils avaient moins. Mais enfin, il y en avait un qui en avait peut-être plus. Après la floraison, qui était un peu importante, c'était donc la sarriette, ça fleurit en plein août, fin août même. Au mois 15 septembre, il allait relever les ruches. S'il avait, mettons, 40 ruches, il les soulevait une après l'autre et regardait. Et les colonies d'abeilles, il y en a qui ramassent plus que d'autres, comme dans tout ce qui est nature. Il voyait celles qui étaient légères, il les prenait, il les souffrait, il tuait tout, les abeilles et tout. Il coupait les brèches, qu'on appelle, et ils allaient les écraser et ils détruisaient le miel. Autrement dit, il enlevait la moitié de son cheptel, il le tuait pour prendre le miel. Ça était comme ça. Et il prenait les plus légères. Pourquoi? Parce que les ruches fortes, il les laissait comme ça, ils avaient la provision de passer l'hiver. On était écolo à l'époque. Pour tuer les abeilles, vous allez me dire, ça c'est écolo, mais oui. Parce qu'on ne les nourrissait pas, les abeilles. On ne leur donnait rien. On se débrouillait de vivre avec... Ils gardaient les plus puissantes pour l'année d'après. Ça faisait naisser, ça repartait. D'accord. Et voilà comment c'est. Donc moi, j'ai pris goût à ça. Tout en faisant mon métier, j'ai commencé à 18 ans. Alors, il y avait 2-3 ruches, je m'en occupais. Bon, ça me plaisait, mais je ne savais pas trop. Mais je voyais faire. Là, ceux qui en avaient, ils avaient déjà l'apiculture moderne. Ils avaient mis des ruches à cadre. Et moi, j'en ai eu 2 ou 3. J'ai commencé comme ça. Et j'ai fait ça tout le temps, sauf pendant que j'étais militaire. Après, bon, là, c'est tombé. Pendant 2 ans, j'étais plus. Quand je suis revenu, j'en ai remis. Tout en ayant mon entreprise, j'avais toujours 4 ou 5 ruches. Et on voulait bien avoir la retraite, 5 ans avant. Je vais en mettre avec un copain, que malheureusement il est mort. On s'est mis, on en avait plus de 40 quand même. D'accord, oui. J'avais la camionnette, je gardais. Et l'hiver, je descendais dans les stérelles. L'apiculture, comme on faisait. Transhumance, quoi. Transhumance. Et j'ai fait ça.
On faisait ça, on faisait la journée. Et en étant adjoint à ce moment-là, avec Édouard David, maire de Saint-Léger, c'est mon ami, on s'est arrangé. Il m'a dit, bon, moi j'ai fait l'écomusée de la Redoule, nous chapeauter un peu tout ça. Et disons que on se partageait avec la communauté de communes, chacun a fait quelque chose. Lui, il a fait l'école, le musée de l'école, à Saint-Léger, si vous êtes allé, vous connaissez. Et nous, au Marigot, comme c'était un peu mon dada, j'ai fait le musée du miel. On a des gens de Fontaine, ils nous ont donné pas mal de choses, on en a acheté, on a fait tout ça, j'ai géré tout ça. Et avec l'écomusée et l'Europe qui nous a donné des subventions, tout ça, on a fait le musée. On aura reçu des gens de partout. Chaque année, il venait des groupes, tout ça. Et au mois de principe, fin septembre, on faisait la journée du miel. Alors, je gardais une ruche ou deux, j'extrayais devant les gens, je faisais goûter le miel. J'en ai jamais vendu un gramme du miel parce que, étant à la mairie, ils auraient cru que. Puis surtout que j'en avais passé du miel. J'ai été vendu avant. Mais je le faisais vendre à ceux qui en avaient. Ils venaient prendre le miel. Et on faisait la journée du miel. Après, on mangeait ensemble et tout. Voilà. Du coup, il y avait une vraie transmission. Il y avait une transmission du geste dans dans ce genre Alors, on a fait ça. Bien mieux que ça. On allait chaque année à la foire exposition à Nice. On a exposé. Là, on ne faisait pas l'extraction, mais on faisait voir le village et tout. Ma femme venait avec moi, on expliquait, on avait des gens de partout. Alors, on a reconnu des gens formidables, là, parce que ailleurs, qui sont venus, de la Roya, tout ça, oui, déjà. Et on est allé à Monaco se poser. Alors là-bas, c'est les riches, là-bas. Mais on avait reçu, j'avais le stand, on avait été jusque là-bas se faire. On allait en Italie, parce qu'en Italie, on allait chercher des trucs qu'ils nous avaient donnés là-bas. Comment il s'appelait, je ne me rappelle plus son nom. Ils nous avaient fourni pour le musée, on est allé partout, quoi. Ça, pendant des années, puis maintenant, mais vous avez vu la suite, ils ont l'air d'avoir tout abandonné. Donc il y a une fracture dans la transmission, finalement, autour de ça. Je pense. Mais il y en a plein qui me le disent, au nouveau Gérard, maintenant, enfin, dirigeant, s'il veut. Bon, il m'a dit qu'il voudrait le refaire. Parce que ça peut être un vrai moteur. Pour moi maintenant. Ah, bien sûr, mais ça peut être un vrai moteur économique autour du tourisme, autour de. Non, puis ça plaît aux gens. Si vous saviez la vie de l'abeille, ce que ça plaît aux gens. Bien sûr. Si on se met à parler de la vie de l'abeille, on peut en parler jusqu'à demain matin. Et je me sens tout petit, je ne suis pas grand-chose. Et c'est quoi qui vous fascine là-dedans? Pardon? Enfin, c'est quoi qui vous fascine au niveau des abeilles? Enfin, c'est quand même. C'est pas atypique comme passion, mais c'est quand même particulier. Vous savez, je vais chez des docteurs comme. Malheureusement, beaucoup de mes semblables. Si je vous raconte, je fais du miel, je porte un pot de miel. Du miel en brèche, comment ça, je n'ai jamais vu, hein. Mais si vous saviez, il y a, je cite le nom, l'ophtalmo, Blondel. C'est un pote à Nice, il est connu. Mais à parler du miel, il s'en fout pas mal, les clients, ils attendent. Ah, mais alors, comment on en est? T'es la reine. Ça les passionne. Pourtant, ils sont à l'école. Oui, après, le miel, les abeilles, c'est une des bases de la vie, quoi, la nature et de tout ça. Ah, ça passionne. Pollinisation, et on vit dans un monde où il y a quand même pas mal d'angoisse au niveau écologique. Alors maintenant, tu racontes maintenant ce qui se passe avec le frelon asiatique, le varroa et tout les quantiques. Le cousin aussi. Mais j'ai vu une émission il y a 15 jours. Ça, vous allez la retrouver peut-être. J'ai une copine à ma fille qui est prof, elle me l'a enregistré, je pense. Moi, je l'ai vu, mais c'est passé sur... je l'ai écouté à la radio, je crois. Oui. L'apiculture moderne, maintenant, on s'en va comme beaucoup de choses. On s'en va mal, quoi. Surtout qu'il y a moins de ruches aujourd'hui en France. Oui, mais non, au contraire, il y en a plus que jamais. Il y en a plus que jamais? Il y en a plus que jamais, seulement les gens ils font ça parce que c'est devenu une mode un peu. D'accord. Tant mieux. Mais ce qu'on veut faire, c'est que maintenant, la plupart, il y en a, on veut faire de l'apiculture pour faire du miel, pour faire du commerce. Oui. Peut-être il faudrait un peu changer d'idée, quoi. Ça revient à ce que fait l'écologie maintenant, faire de l'agriculture, faire on cultive pour cultive, puis à un moment donné, on ne sait plus quoi en faire, on le jette. Mais le miel, c'est pas encore le cas, mais on veut faire concurrence. Alors les Chinois, ils envoient du miel qu'ils font eux maintenant, tout ça. Alors. Et dans cette émission, il fait par des scientifiques que
À Cuba, là-bas, ils ont été venus avec le système faire, disons, maximum de rendement. Parce qu'ils avaient les Russes qui les aidaient à ce moment-là. Puis après, c'est tout tombé à l'eau, ils ont tout arrêté. Ça fait 20 ans, ils ont tout remis à zéro. Ils ont laissé l'apiculture à l'ancienne. Et du miel, ils en font plus que jamais. Il n'y a plus les maladies ni rien. Alors voilà, il faut voir un peu tout. Mais l'apiculture, c'est passionnant, quoi. Parce que le miel, alors il y en a qui sont, ceux qui comment dirais-je, qui ne mangent pas de viande ou autre, on dit, mais le miel, c'est, comment dirais-je, c'est pas animal, et c'est animal et végétal, ça fait les deux le miel. Et alors vous savez pourquoi? Parce que, végétal, parce qu'il faut prendre dans la fleur, mais l'abeille, quand elle a ingurgité le nectar, elle le passe à une autre abeille qui passe dans son jambon pour pouvoir refaire le miel qu'elle fait évaporer et tout. C'est de l'histoire, hein. C'est pour ça que ça fait fascinant. Et les communications pour tout ça, on n'en a pas parlé. On avait comment on communiquait à l'époque? On avait on communiquait par télégramme, par bouche à oreille, par lettre. Alors là, oui, par le téléphone. Il y avait à Rigaud 3 téléphones. Poste public, c'est-à-dire les cabines publiques. Pradastier, Plateau de Dinah et... Non, pas Moulin. Plateau de Dinah, Pradastier et la mairie. Enfin, la poste de... Là, il y avait des heures, on laissait téléphoner, ça on l'a fait toute notre vie encore. Et poste de secours en même temps. Alors on était obligé... La nuit, non, la nuit on n'était pas... Mais on faisait payer, les gens, ils payaient quand ils téléphonaient un tarif, on avait un tarif. Après, ils nous avaient mis un compteur, ça c'était l'époque. Téléphone, d'après ma mère, ça a été mis dans les années 20. Comme l'électricité d'ailleurs. Et l'eau? Ah non, l'eau dans les villages, c'est 58. 58. Précis à Rigaud. D'accord. Non, entendons-nous bien. L'eau était dans le village, il y avait une fontaine pour tout le monde. L'eau qui date de Bischoffeln, entre parenthèses, ça c'est encore autre histoire. Et tout le monde allait chercher son arrosoir d'eau sur la place. Oui, mais dans les maisons, l'égout et l'eau dans les maisons, ça a été mis en 58 à Rigaud. D'accord. Et en Pirlaz en 61. Voilà. Ça, c'était l'époque. Alors les transports, prenons les transports. À ce moment-là, mon grand-père, le vrai relais des gorges, c'était ici. Il avait les chevaux. Il allait au train, parce que le train date d'avant, la ligne train de Provence, quoi. Train de Pigne, comme on dit. Il allait chercher les gens, il est monté dans la... Comment on appelait ça? C'était pas une diligence, ils appelaient ça le break, je sais pas. Que je n'ai pas connu. Un fiacre. Mais ma mère, oui, me raconte. Il tournait, il montait, il faisait encore 1 kilomètre d'ici, la montée. Et en haut, il y avait, c'était Bellon d'ailleurs, pour le citer, il descendait avec le même attelage, un attelage, et les gens changeaient de... et il les menait à Beuil. Ça, c'était jusque dans les années... dans les années 20, oui, juste après la guerre de 14. Et après, il a commencé à avoir les premiers véhicules à pétrole, ça s'appelait. Un petit car, et dans les vallées, il y avait, comme il y avait le tourisme déjà, à l'époque, Beuil, c'était pionnier dans ce genre de truc. Il y avait un car qui montait tous les matins et qui descendait le soir. Ce qui est resté encore maintenant dans un sens. Mais ce qui est inadapté, parce que pour les gens qui habitent à la montagne pour aller en ville, il faudrait faire le contraire. Alors, ils ont quand même réussi à nous en mettre un qui descend le matin et qui remonte le soir. Mais les horaires sont mal adaptés, mais enfin voilà. Ça, c'était les transports de l'époque. Et pour les petits villages, il y avait un truc qui était très bien. Chaque petit village, certains, le même transporteur faisait 2 villages. Il y avait un petit car qui, 1 fois par semaine, prenait les gens du village, les amenait à Puget-Théniers, chef-lieu, parce que Puget-Théniers, il ne faut pas oublier, c'était très important. Hein. Il y avait 8 épiceries à Puget-Théniers, 3 bouchers, 3 boulangers, plus des restaurants et tout. Hein. C'est important. Donc, les gens de ces petits villages, 1 fois par semaine, avaient un petit car, ils allaient faire les courses et revenaient. Après, il y avait les foires. Les foires étaient très importantes. Puget-Théniers, il y avait 1 foire par mois. Et je crois que c'est au moins 10 par an. Hein. Donc, c'était important. Les gens allaient aux foires, le peu qu'ils avaient, ils le vendaient ou ils achetaient.
Ça, c'était l'époque. Pour le train marchait un peu bien, pas le train d'Épines, ça marchait bien à ce moment-là. Mais nous, on était en dehors de la ligne. Mais on a toujours eu le car, ça, il y a toujours eu les cars. Même pendant la guerre, ils montaient, bon, peut-être qu'il y a eu des jours au noir où ils n'ont pas, mais en général, ils montaient, ils avaient, ça je l'ai connu, ils avaient mis le gazogène. Alors ça, c'était encore marrant. Le car à gazogène, ils avaient une petite remorque derrière avec pour le mettre. Alors mon père, il avait fait, puisqu'il conduisait le camion, il fallait le mettre en marche 2 heures avant pour avoir le gaz voulu et tout, voilà. Ça, c'était pendant la guerre. Et vous les preniez, vous, ces transports, j'imagine? Ah oui, on prenait, oui, moi j'ai pris ces petits cars. Oui. C'était long? Ah, les routes n'étant pas ce qu'elles sont, c'est le jour et la nuit, la route. Hein. Vous savez, quand on parlait, il y a 64 km d'ici à Nice, hein. Il y en a quelques fous qui disaient, moi, tu te rends compte, je suis allé à Nice, j'ai mis 1 heure. Mais c'était parce qu'il n'y avait personne. Hein. Et autrement, il y avait les voitures, les trucs. J'ai connu une voiture de mon grand-père, ça c'est un degré de ma vie, enfin, comme on dit. Mon grand-père, il avait acheté son fils, c'était mon oncle, donc. Il avait passé le permis et tout, mais il n'est pas resté, il est parti, il habitait à Touette. Il avait acheté une voiture de l'époque avec les jantes en bois, le vieux truc, vitesse d'or, là, une Bugatti, je sais pas quoi. Elle a pourri dehors là-bas, dans la nature, à côté de la maison de là-bas. Ça aurait valu de rien, ça. Mais lui, ça n'a jamais eu, il était trop vieux, ça n'est pas servi. Par contre, après, oui, mon père, il conduisait, tout ça. Voilà. Et aujourd'hui, vous les voyez comment, les transports? Vous trouvez que c'est assez bien régulé dans la vallée? C'est efficace? Bonne question. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est très bien. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas cracher dans la soupe. C'est vraiment pas cher, tout ça. Moi, je plaiderais, d'ailleurs, on est en train d'en parler avec les politiques, de mettre quelque chose, faire payer un peu plus cher, mais adapter les horaires plus adaptés aux gens qui vivent dans la montagne. Parce qu'actuellement, nous, notre vallée, on vit pour le tourisme et que ça. Et on n'est pas tous touristes. Hein. Il faudrait que ces transports soient plus adaptés à notre vie de maintenant, aux gens anciens, disons, voilà. Je connais plein de gens comme moi qui conduisaient, qui avaient des voitures ou autres, et maintenant, ils prennent le car. Alors, un car 1 euro pour aller à Nice, je trouve que c'est cadeau. Ben, on devrait l'augmenter, mais adapter les horaires mieux. Hein. Et même les chauffeurs, les conducteurs, ils nous donnent raison. Hein. Ils le disent. Hein. Voilà ce que je reproche que je peux faire. Et c'était plus simple avant, ou c'est plus simple aujourd'hui quand même? C'est pas plus simple aujourd'hui, les horaires. Alors, pour vous donner encore une anecdote, aujourd'hui, dans le temps, les cars se débrouillaient. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que ma fille, le dimanche, elle ne conduit pas le car. Le car, il passe ici, il est complet. Ben, il la laisse. Ah, je sais pas, on ne peut pas vous prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un autre derrière, hein? Ben, non. Alors, moi, j'ai loupé mon arrêt de train ce matin, du coup, j'étais mort. Vous voyez? Si vous l'avez loupé. C'est vrai. C'est quand même, parce que moi qui viens de la ville, enfin, je loupe un bus, je fais bon, je descends au mauvais arrêt, je prends un bus après, et c'est fini. Oui. Là, j'ai dû appeler un copain à moi pour qu'il m'amène. Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je veux dire par là que c'est parce que vous n'êtes pas arrivé à l'heure ou quelque chose. Non, je suis arrivé à l'heure, je suis descendu au mauvais arrêt. Je me suis trompé d'arrêt, tout simplement. C'est une bêtise simple. Tandis que ma fille, elle l'arrêt, tout à pile, le car, il est complet. Ah oui. Il est complet, tant mieux pour eux. Mais alors, ça mais ce que je veux dire, c'est que même si on fait une erreur ou si on est en retard, c'est foutu. Enfin, c'est ça que je veux dire. Voilà, mais oui, exactement. Alors, un jour, on était en famille, on était 3 et 2 autres personnes à l'arrêt de pont Charles-Albert, de Gatière, ma fille nous mène, on prend le car qui nous mène le soir et on remonte. Mais le car, il nous est passé devant, complet. Tu fais quoi? On était 5 là. On n'a pas perdu, ma fille me prend, on est reparti, coucher à Gatière. Voilà, on en est. Alors la communication est mauvaise, parce qu'on appelle, il faut voir aussi, le chauffeur, Alors l'horreur que j'ai, moi, c'est les boîtes vocales maintenant. Hein. Parce que là, c'est des trucs, ça c'est à se moquer du monde. Moi, j'y vois mal, mais pour communiquer, même ma femme, elle s'en sort pas. Elle ne sait pas. Il y a des trucs, alors on vous passe un tel, appuyez terre, appuyez là, appuyez ici, appuyez sur. Et c'est tout, hein, comme ça.
Alors ça, je me mets en colère, je leur dis, j'ai dit, moi, je veux une personne. Mais souvent, alors, quand ils voient après, il y a une personne physique qui répond. Je m'arrange. Là, il y a un problème pour un médicament qu'on a commandé. Le gars, finalement, j'ai écouté, je dis, puis je me permets de demander votre nom. Je me rappelle encore Benatib. J'ai dit, mais il a été gentil et tout. Je dis, vous savez, je vous le dis. Eh bien, vous êtes. Moi, je vous donnerai une médaille parce il m'a expliqué tout et tout comment. Mais les autres, une boîte vocale. Qu'est-ce que tu dis? Ça, j'ai horreur de ça. Hein. Je n'ai pas habitué à ça. Voilà. Surtout que c'est à l'opposé de la montagne, qui est quand même basé sur le contact humain. Il y a un contact. C'est ça. Le contact humain, pour moi, c'est la base. C'est la base de la vie. Bon, nous sommes bien d'accord. En bien ou en mal, parce que des fois, on a quelque chose à se dire, on se le dit. Oui, mais c'est normal. Pourquoi il y a des problèmes dans nos mairies, des fois, qui vont au tribunal ou autre? Mais ça n'existait pas dans le temps, ça. Parce que pour le se dire en face, on va avoir un avocat, on va voir. C'est comme ça. Ça, on le subit. Donc vous trouvez qu'on communique moins bien aujourd'hui, finalement, à l'époque où la communication est ultra présente? Ah oui, non, moi, pour ce point-là, oui. Alors le téléphone, maintenant, c'est devenu un truc... Mais c'est pas cher, le téléphone. Nous, à l'époque, c'était très cher. La communication, quand on parlait, il fallait... Je me rappelle, on avait le compteur, les gens, il fallait payer, c'était... Maintenant, c'est pas cher, quoi. C'est pas cher, mais quand c'est pour le bon, ça va. Mais... Alors nous, personnes âgées, j'ai la box, le fixe dessus. Alors, depuis qu'il y a eu le virus, maintenant, tous les moments, ils appellent, ils réclament de ci ou de là. Alors, il y a des fois, je ne vous dis pas les 4 mots que je leur dis, hein, parce qu'il y en a marre. Heureusement que sur le portable, ça ne se passe pas, mais comme ça. Il faut vivre avec son siècle. Oui. Et vous trouvez que ça va trop vite ou pas, aujourd'hui? Honnêtement, moi non, je ne dis pas que ça va trop vite. Non. Mais c'est qu'on le gère mal. Voilà. En allant vite, on pourrait le gérer. Ça, c'est mon petit point de vue, petit personnel. Je pense qu'on pourrait le gérer mieux, même en allant vite. On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans la Lune. Même si c'est pour moi pas encore une utilité, hein, ça me fait rigoler. Parce qu'on va dans la Lune, on fait des bombes atomiques, et puis un virus que personne ne voit, il met la planète à ras des pâquerettes. Hein. Et je ne sais pas s'il y en a qui y ont pensé à ça. Ça, c'est mon point de vue. Mais non, il faut gérer peut-être autrement, voir les choses autrement, je ne sais pas. Plus humainement, peut-être? Prenons un cas précis. Parce que vous me parlez d'individualiste, alors. Oui, non, mais ça va être individualiste. Prenons un cas précis. Si, à nos âges, pour faire une déclaration d'impôt, pour faire ci ou autre, si on ne maîtrise pas un peu l'informatique, il n'y a plus rien, on n'y est pas. Moi, c'est ma fille qui le fait. C'est dans ce sens-là que je vous dis. En fait, c'est pas ça va trop vite, c'est... Est-ce que vous trouvez qu'il y a une fracture numérique, finalement, aujourd'hui? Voilà, appelons-le comme ça, oui, voilà. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Moi, je trouve que là, c'est ça, le problème, il est là, quand même. Alors, donc je ne suis pas contre, moi, ils m'ont fait cadeau de la tablette, avec ma vue, je les vocale, je demande des choses, j'arrive à faire. Je trouve bien, hein, ça. Alors, je regarde pas des films porno, hein, mais il y a des choses bien, quoi. Ça me plaît. Mais il ne faut pas exagérer non plus, hein, pas. Mais après, est-ce que ça vous aide dans votre quotidien, tout ça? Oui. Alors, je vais vous donner des trucs. Je sais pas, on parlait de tailler, par exemple, ça nous vient... Nous, on s'amuse à faire du jardinage et tout. Tailler les courges ou autre. Ça, c'est déjà l'année dernière, j'ai regardé comment tailler les courges. Paf, la vidéo. J'ai appris des choses, j'en apprends, moi, J'apprends des choses. Bien sûr. Alors, par contre, ma fille, elle me le dit, parce qu'elle aime bien Françoise, toi tu la connais bien, elle aime beaucoup lire, elle. On retient plus quand on le lit, les choses, je pense. Parce qu'on s'imagine les choses quand on lit. Quand on lit, on s'imagine les choses. Vous qui êtes jeune. Je crois que dans la lecture, parce que moi je lisais beaucoup. Hein. Ah, moi, on parlait des abeilles, toute l'apiculture, tout ça, ça me plaisait. En le lisant, je trouve qu'on assimile mieux, à mon avis. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'images. Alors que la lecture, c'est plus le monde de l'imaginaire, je pense. Donc du coup, on crée plus de choses, et on se crée un souvenir, et on construit un souvenir. Un cas. Moi, alors que l'image nous l'impose. Et on va parler, moi, j'ai fait beaucoup de photos, des films, à l'époque, Jean-Marc, il les a vus de 64, des trucs anciens, et par là, il n'y a pas... À l'armée, j'ai des photos qui ont 60 ans un peu. Et qui ont 60 ans, et plus.
les diapos, elles sont restées nickel. Hein. Ça me fait des souvenirs, et puis, parce que ça me plaît déjà, j'étais l'appareil. Mais disons que par rapport aux photos de maintenant, j'avais la caméra, j'ai fait un peu de tout. Hein. Maintenant, j'ai la tablette, je me regarde faire des photos pour en faire voir. Ce qui me plaît, c'est que tu fais une photo, de suite tu la vois, tu l'agrandis, moi qui vois mal, tu veux bien, c'est beau, hein, c'est fabuleux ça. Mais ces photos, on a moins tendance, quand on en faisait moins, on les mettait sur des cartes, un album, tout ça, c'était une autre chose. Quoi. Ceci dit, je ne suis pas contre ce qui se met dedans. Hein. Moi, je me regarde, je fais des photos, des souvenirs. En tout cas, vous nous avez proposé une belle photographie de votre vie. Alors, ça peut conclure. J'espère pour conclure un petit peu cet entretien. Il y a André Malraux qui disait « Dans ma jeunesse, j'ai connu Paris avec des fiacres tirés par des chevaux. J'ai connu l'arrivée de la voiture, de la radio, de la télévision. Il y a des gens qui sont allés sur la Lune. Et je pense que, disait-il, que c'est en fait la plus grande aventure que l'humanité ait connue dans toute son histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? De mon point de vue, moi, la plus grande chose que j'ai vue, c'est ma mère. C'est la génération de ma mère. Elle a connu les chevaux, les diligences, ici. Ma mère était allée à l'école, quand même, donc ça l'a aidé aussi. Elle a connu ça. Elle a connu l'évolution de la voiture. Quand il passait une voiture tous les 3 jours ici à pétrole. Elle a vu l'évolution, les belles voitures et tout. Elle a pris l'avion, ma mère. Elle a vécu l'époque où on était dans la Lune. Et c'est une drôle de choses qu'ils ont vu, cette génération. Hein. Nous, moi, j'ai pas vu tout ça. Enfin, on en a vu un peu, mais pas tout ça. C'est une belle évolution. Je suis pour le progrès, moi. Moi, je ne veux pas aller en arrière. Mais le progrès, comment on dirait, humain, géré, quoi. Le progrès a peut-être un prix, des fois. Parfois, c'est mon point de vue. C'est bien beau d'aller dans la Lune, mais si c'est que quelques riches qui peuvent y aller, qu'est-ce qu'on a à foutre? Puis s'il n'y a rien à faire, en plus. Mais en contrepartie, c'est bien de savoir un peu ce qui se passe, hein, comment ça se passe. Mais de là, comme il y en a qui rêvent qu'il faut aller bâtir des choses, d'autres, ça c'est utopique tout ça. Il y a un riche, celui qui a fait ça, il est riche, lui tout seul, il a le budget de la France plus que lui comme un riche. C'est un truc de fou ça, c'est comme ça, hein. Ça ne changera pas. Donc il faudrait que notre humanité reste encore un peu humaine. Exactement. Restons humains, restons sur Terre. Bon, c'est comme ça. Eh bien, merci beaucoup, Gilbert. Et j'étais bien ami avec le maire de Breil-sur-Roya à l'époque, quand j'étais au musée, tout ça. Et ça, si, ça plaît. Tu es sympa. Tu es plus âgé que moi, mais c'est bien. On parlait ensemble souvent, hein, pas toi. Et mon bon Gilbert, le paysan crie, le paysan pague. Tu as compris? Il dit, le paysan il crie, c'est-à-dire le malheureux, quoi. Il crie, mais le paysan il paye. Il crie, mais il paye. Alors on était copains, hein. On allait manger on se faisait gueule au son tous les 2 fois par an chez Cervelam, tu sais. Voilà. Gilbert, pouvez-vous me parler de la légende de Rigaud? Alors, tous les villages aux alentours avaient une légende. La légende, ça tient à un trait, un fait qui s'est passé, souvent réel, mais après qui est déformé. Alors, Rigaud, ça vient du provençal, c'est un mot que vous trouverez dans le gavotte provençal. On est truffaréo. Truffaréo, ça n'a rien à voir, quoi, à manger avec les truffes. Hein. C'est le mot qui veut dire moqueur. Se truffer de quelqu'un, c'est se moquer. Et à Rigaud, c'était un peu dans la tendance des anciens que j'ai connus. Peut-être l'ai-je encore, mais j'en sais rien. Donc, la légende de Rigaud, elle est belle. Le gamin, à l'école, je l'avais recopié, parce qu'on me l'avait donné pour qu'il l'inventait. J'avais gagné même un prix à cette époque-là, au gamin, un livre ou je ne sais pas quoi. Alors voilà, c'est l'histoire du plateau de Dina qui entre en jeu en plein hiver. Il fait froid,
Il y a de la neige, il n'y avait pas la route pour le plateau ni rien. Et le bon Dieu, il voulait un peu tester les habitants de Rigaud. Et il passait dans les maisons, tape là, mais les gens, ils n'ouvraient pas. Hein. Puis finalement, il y a un, paf, il ouvre. Bonjour, monsieur, entrez, t'es vieux. Vous savez, j'ai froid. Il a fait rentrer, il a fait asseoir sur un cépou. Et vous chauffez un peu, puis il a dit, écoute, toi, je vais te dire tout de suite, moi je suis le bon Dieu. Je voulais un peu tester les gens, mais tu es le seul à m'avoir ouvert et je peux te remercier. Hein. Et tu sais que le bon Dieu, je peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire 3 vœux. Et il avait déjà 100 ans, hein, le gars, pas loin. Hein. Tu peux faire 3 vœux et je te promets que le vœu du bon Dieu, ça marche, hein, ils seront exaucés. L'autre malin, Truffaret, ah bon, mais il a dit, écoutez, bon, vous savez, j'aime bien jouer un peu aux cartes ou autre, hein, mais celui qui joue avec moi, qui jouera avec toi, si tu lui donnes pas ton accord, c'est toi qui gagneras, il ne gagnera jamais. Accordé. Et, ouais, c'était... Et celui qui s'assoit sur le cépou c'était un bio de bois, s'il s'assit là, il ne peut plus se relever sans mon autorisation, il a dit bien accordé. Encore un. C'était l'hiver, il y avait la neige, il faisait froid. Là, il y a un cerisier, au printemps, il y a de belles cerises. Celui qui mange quelques cerises, hein, s'il monte sur l'arbre, il ne puisse plus descendre, accordé. Et il s'en va. Et il dit, ben voilà, je te remercie, mais tu essayeras mes vœux, tu verras, ça marche. Il part. Comme il était vieux, pas longtemps après, il arrive le diable avec la fourre. Le diable. Ah, et toi, tu sais, tu n'étais pas trop très gentil, hein, mais enfin. Il faut maintenant, toi, tu ne vas pas partir au ciel, hein. Tu vas venir avec moi. Hein. Écoute, hein, vous êtes le diable, mais asseyez-vous un peu une minute, hein, le temps que je respire, et puis on part. Hein. Il a fait asseoir sur le cépou. Et le diable, il n'a plus se relever. Ce que le bon Dieu a fait. Le diable, là il a dit, tu m'as eu. Hein. Il a dit, écoute, marchez, hein. Je t'accorde, fais-moi un vœu. Ah, ben je veux vivre encore 100 ans. Hein. Parole de diable. Tu me laisses relever, tu auras 100 ans de vie. Il part. Il repart. Il revient 100 ans après. Il retape tout là, il dit, le diable, ah, ben là, maintenant je ne m'assis plus ni rien. Hein. Bon, non. Écoute, toi tu es le diable, le roi du jeu. Et si on joue un peu 100 ans aux cartes, oh, l'autre, le diable, sûr de lui. Hein. Oui, on joue 100 ans. Et il a perdu, évidemment. Et encore 100 ans, il a dit à maintenant. 100 ans après, il revient. C'était au printemps, il y avait les cerises et tout. Il a dit, je rentre plus dans la maison, tu m'as eu 2 fois, tu ne m'auras pas 3. Il prend son baluchon, ils font quelques pas, puis il dit quand même, prends-moi une poignée de cerises encore avant de partir. Que je les mange. Et il a pris, il est monté sur l'arbre, il est encore resté 100 ans. Et il a vécu 300 ans. Et après, quand même, il est mort. Autrement dit, il a trompé 3 fois le diable. D'accord. Le Truffaret de Rigaud. Voilà les gens de Rigaud. Tous ceux qui sont un peu moqueurs. Voilà, c'est un peu... C'est un peu la morale de l'histoire. Alors, elle s'accompagne avec celle-là, pour la raconter, parce que c'est pas mon pays, mais je la connais bien. Ça va avec Thierry. Alors, comme le maire de Thierry, quand on est d'accord, il raconte la légende de Thierry, puis après, parce que de Thierry à Rigaud, d'un village à l'autre, il doit y avoir 5 km. Et pour y aller, 35 km. Un peu le tour, hein. Alors, il me dit, non, on raconte ça, et là, lui, il est vite là, il fait ça. Ah, ben là, de Thierry est allé à Rigaud, hein, le diable, parce que c'est une histoire aussi de... Et Gilbert raconte la suite, et à chaque fois, on rigole. Ça plaît, c'est baliverne, je veux dire, ouais, ça plaît. Alors, Pirlas, c'était le autre. Pirlas, c'est Borsa-Bondio. Alors là, c'est Borsa-Bondio, le Pirlas, même eux, ils ne savent même pas, mais là, je la connais, l'histoire. Et ça vient à ma famille, ça. Parce que du côté de mon grand-père, c'était Ferraud, il était l'arrière. Il était marié à Pirlas avec une fille riche, je crois, qui était venue de la dîner, fait soit. Et ils ont étudié, ils étaient 2 frères, mon grand-père. Ça a été mon grand-père, il n'est pas à l'école, il n'était pas bête, mais fait. Tandis qu'un de ses frères était allé à l'école. Et il était né à Pirlas, donc. Hein. Il est allé à l'école des curés, pour se faire curer, parce que ça se passait dans le temps. Puis au moment de prendre la soutane, il a changé d'idée.
Il a étudié avec la bourse du bon Dieu. Et ça s'est resté, ça s'est repassé dans les choses, que les gens de Pirlat, les bourses à bon Dieu, les bourses du bon Dieu. Voilà l'histoire de la légende de Pirlat. Liège, c'était les avocats. Qui c'est qui vous racontait ces histoires? Oh, ça c'était dans les vieux, les anciens, quoi. Mais il y avait, ça se faisait comment? Il y avait un livre, il y avait même un livre, il y avait un livre de ça. Je me rappelle avoir vu ce livre. Les gens de l'arrière-pays, quoi. Il y en a tous les villages, hein. Moi, je sais quelques-unes de par là, mais il y a des villages, je me suis dit, il y en avait. Mais chaque village a un truc. Alors, à Touette, c'est les rabassiers. Rabassiers, ça veut dire qu'ils mangent les rabats. Mais pourquoi? Il y a une légende qui est là-dessus, hein. Villars, c'est les banarels. Banarels, c'est ceux qui ont les cornes. À Malocène, c'est les néblins. Alors là, la légende s'explique. Parce que l'hiver, il y a le brouillard, hein, Malocène, tu sais, dans la brume. Alors, néblins, en patois, ça veut dire dans le nuage, quoi. Si on est blanc, ça veut dire que tu es dans le nuage. Et en bas, on les appelle les néblins. Après, il y a Vérol, attends un peu, Vérol, je ne sais plus. On fait tout le village, quoi. Parce que les gens vivaient plus entre eux, quoi, d'un village à l'autre. Oh, puis quand il y avait les fêtes, ils se bagarraient, hein, ils se disaient, oh, c'était comme ça. Hein.